Vous écoutez Le grand débordement. Oh, le but exceptionnel encore une fois. Quel pied! Ah, quel pied! Face à un Barthez maudit devant le Portugal. Vas-y, mon petit! Pedro Miguel Pauletta avec Bastos. Oui, ouais. Et le but, le but de Sako. Bonjour, bonsoir à tous, vous écoutez le grand débordement, je suis en compagnie de Denis. Aujourd'hui on se retrouve pour une émission un peu spéciale, un hors-série on va dire, puisqu'on est en compagnie de Christophe Kuchli, un journaliste sportif spécialiste de tactique qui est peu connu du grand public je pense, mais ça tombe bien, on n'a pas un grand public donc voilà. Adapté à la situation. C'est adapté. Salut Christophe. Bonjour messieurs. On est en direct de l'appartement, on fait nos émissions, donc on est très content de te recevoir chez nous, ici à Lille. T'es originaire de Lille, hein, il me semble bien. Ouais, je suis né à Villeneuve-d'Ascq, Ouais. pas très loin du stade. Je vais faire un peu ta bio avant de commencer l'interview, je vais la faire tout de suite. Donc oui, je le disais, t'es originaire de Lille, t'as fait tes études à la Cato de Absolument. Lille, donc t'as obtenu une licence médias, culture, communication, ainsi Ouais. qu'un master de journalisme. C'est ça. Je savais pas qu'ils faisaient un master de journalisme à la Cato à Lille. Et j'étais parmi les premiers à l'avoir, je crois. Ah ouais. Le passé, ça a quoi, ça a 6-7 ans, quoi, c'est assez récent. Ouais, c'est tout nouveau. Et t'as bossé très rapidement à La Voix du Nord. Ça Ouais. fait 9 ans que tu bosses à La Voix du Nord Ouais, c'est ça, c'est ma 10e année, je suis rentré à la Voix du Nord un peu avant mes 18 ans, et que tu suis l'actu et les matchs du LOSC, notamment. Ouais. mais pas que, ouais. Tu touches à tout en Ouais, fait à La Voix ouais, du Nord. je fais pas mal de sport, effectivement, notamment forcément Lille, mais ça peut être du basket, du hand, ça peut être Mm. tout le sport dans la région. Alors depuis très peu de temps, tu bosses aussi pour l'AFP, mais surtout depuis quelques années pour les Cahiers du foot. C'est ce qui nous intéresse le plus, Oui. puisque c'est au sein des Cahiers du foot que tu as co-créé le blog des managers. C'est ça. Et le podcast Vue du banc, et c'est avec toute cette équipe-là, hein, Raphaël Cosmidis, Julien Maumont et Florent Tonuti, qui a pas rédigé le je bouquin, n'écorche mais, pas, ouais, qui fait c'est- partie du exactement, du ouais, c'est avec toute cette équipe que vous avez écrit le bouquin Les entraîneurs révolutionnaires du football, dont on a une petite petite vignette, une petite image pour montrer Voilà. à la vidéo. Voilà. Aujourd'hui on se filme pas, mais voilà, on est quand même. On a un petit live vidéo sympa. Alors donc pour commencer l'interview, donc on va parler un peu du LOSC, on va parler un peu du bouquin. Denis va te poser pas mal de questions sur le livre en question, et il va le présenter. Et puis après un peu de City, un peu de PSG, un peu de tout. Donc voilà, je pense que rien de piège, rien de que du plaisir. Ça devrait aller. Ouais, donc alors pour commencer sur le LOSC, donc on l'a dit, tu suis le LOSC tous les jours pour La Voix du Nord. L'arrivée de Galtier là très récemment, quel regard tu portes dessus là les derniers résultats qu'il y a eu? Est-ce que tu penses que c'est l'entraîneur qu'il faut au LOSC pour se maintenir à l'issue de la saison? Je pense que parmi les entraîneurs disponibles, c'était l'un des meilleurs choix sur la légitimité qu'il a, à la fois qu'il peut avoir au sein d'un groupe pour fédérer, parce que forcément l'un des soucis du LOSC au-delà du talent, c'est on va dire le manque d'implication des joueurs et le fait qu'ils se pensent un petit peu trop forts par rapport à ce qu'ils sont, et du coup qu'ils soient à 60% à tous les matchs. Forcément, le fait d'avoir Galtier qui, au-delà du côté tacticien, est un vrai meneur d'hommes, ça peut les aider à se rapprocher du potentiel maximum qu'ils peuvent avoir, et donc à Lille de se sauver. Maintenant, je reste quand même sceptique sur le fait de commencer une saison avec Marcelo Bielsa et de la finir avec Christophe Galtier. C'est vrai que la transition. Quand tu as un effectif qui a été composé en partie par et pour Marcelo Bielsa. Et le fait d'avoir Christophe Galtier entraîneur du LOSC, finalement, c'est pas mal, parce que ça reste quand même l'un des meilleurs entraîneurs que Lille peut toucher. Mais à ce moment-là, si tu as Galtier, tu fais une équipe pour Galtier. Pour moi, à partir du moment où tu signes avec Bielsa, tu es obligé d'aller all-in. Tu peux pas t'arrêter en cours de saison. Et là, on voit que Galtier, même s'il y a un petit peu mieux, là, il se reste sur une victoire, mais il tâtonne encore un peu, il cherche des solutions. Pourquoi ? Parce que c'est un effectif qui est pas du tout adapté à lui, ouais. pas du tout adapté, mais même à 99% des entraîneurs de la Terre, il y a quasiment que Bielsa. Ouais, c'est du Oui, il Bielsa. a fait venir des joueurs que personne ne connaissait. Oui, qui ont des profils très spécifiques pour répondre à ces demandes, et il a délocalisé Pépé en pointe pour que sur la deuxième partie de saison, Pépé soit à la fois capable d'occuper le côté et la pointe, des choses comme ça. Et au final, les expérimentations de
de Bielsa se sont arrêtés en cours de route et t'es obligé limite de réapprendre à jouer de manière différente. Tu changes ton marquage, tu passes de l'individuel à la zone, etc. Et limite, t'as perdu 6 mois, quoi, et t'es obligé de désapprendre en partie tout ce que t'as appris au départ. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Et puis pour le projet du LOSC en général, quand tu t'as vendu un truc assez spectaculaire. En fait, le LOSC s'est réfugié dans le franchouillardisme, comme c'est assez marrant comme Saint-Etienne qui avait Garcia, ça a pas du tout pris. Ils sont retombés sur un entraîneur bien Ligue 1. À quelques semaines près, ils auraient pu prendre Pascal Duprat pour avoir ce fameux choc psychologique. Ça aurait été sympa. Non, c'est trop tôt dans la saison pour avoir le choc psychologique. Bon, attends, on est fin janvier, ça aurait pu marcher. Hein. Il aurait recruté Bodiger là sur le marché des transferts. T'évoquais les joueurs qui avaient fait venir Bielsa, donc on va parler un peu de son début de saison, on va revenir un peu, ça paraît loin déjà, le mois d'août. Ils avaient fait un début de saison, en tout cas un premier match assez impressionnant. J'avais trouvé contre Nantes, là, le 3-0, tactiquement tout paraissait parfait, on a l'impression que ça s'était préparé parfaitement. On a beaucoup parlé ensuite de la jeunesse de ce groupe, des différences culturelles même entre les joueurs. Pour toi, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas pris avec Bielsa ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Alors, c'est un petit peu bizarre de réduire tout à seulement ça, mais je pense qu'il y a toute une partie qui est liée à la blessure de Thiago Mendes, qui était vraiment le joueur qui faisait le lien entre milieu et attaque, qui avait le plus gros volume de course, et qui, au-delà de ses qualités, n'avait surtout pas de remplaçant à même de faire 50% de son boulot. Parce qu'au-delà du match contre Nantes, qui effectivement est très bien maîtrisé, qui est gagné 3-0, même si Nantes a une grosse occasion en première mi-temps et que ça peut pourquoi pas mal tourner, n'empêche que le match était quand même bien dominé. Au-delà Ils prennent de ça, un rouge aussi rapidement avec Palois. Voilà, mais au-delà de ça, tu avais aussi une très bonne préparation. Moi, j'avais regardé les matchs amicaux, voir comment ça se mettait en place. Et déjà là, tu voyais bien les circuits de passe, tu voyais vraiment la patte Bielsa sur l'équipe. Il y avait quasiment que des victoires. Tu dois avoir un nul, une défaite et 5 victoires, quelque chose comme ça de mémoire. Ça jouait vraiment pas mal. Je me souviens du 4-2 contre Rennes sur le dernier match de préparation avant le début de saison. Et pour moi, tout était en place. Et tu as le deuxième match face à Strasbourg où tout le monde pète un peu les plombs. Il y a Mendes qui se blesse, il y a Mike Maignan qui balance la balle, qui se fait expulser. Tu termines avec 2 joueurs différents dans les buts. C'était fou ce match. Et alors, je suis pas c'est difficile de dire qu'un seul joueur qui n'est plus là pendant quelque chose comme 6 semaines peut foutre en l'air l'équilibre, mais si tu rajoutes à ça le fait que Maignan se fasse expulser, que du coup tu étais habitué plus ou moins à gagner, à avoir une bonne série, et là d'un coup tu plonges tout de suite très rapidement contre un promu en plus, contre un promu qui avait un style de jeu assez basique, mais qui au final s'est dit tiens, Lille aime bien relancer au sol, on va provoquer l'erreur et on va attendre que la volonté de relancer à tout prix fasse qu'il y ait une passe un peu mal ajustée et qu'on en profite pour marquer un but en 2 touches de balle. Et c'est une stratégie qu'ont adopté pas mal d'adversaires qui se sont dit on va laisser Lille jouer, se faire un peu des passes à 10 dans son camp, jouer un petit peu à la baballe. Et dès qu'on sent qu'il y a un défenseur latéral qui est un petit peu en difficulté, on va aller le presser parce qu'on sait que dans tous les cas il dégagera pas en touche. Vu de cet angle-là, c'est pas étonnant finalement que Strasbourg ait battu le PSG. Je sais pas si on digresse un peu, mais au final c'est à peu près les mêmes configurations. Il y a toujours des profils d'équipe qui c'est une digression absolue, mais je regardais un petit peu Las Palmas jouer contre l'Atlético ce week-end. Et Las Palmas a pris Paco Remes, qui est l'un des entraîneurs qui veut absolument relancer tout le temps. Et en face, t'as l'Atlético qui fait bloc et qui va, à la moindre erreur, va pouvoir sortir à 2-3 sur le porteur de balle et puis exploiter la mauvaise relance. Et en voyant le profil des équipes, tu sais très bien qu'au final, Las Palmas aura le ballon 60% du temps, mais prendra 3-4 buts et va buter contre un bloc solide. Et même si le match n'est pas tout à fait comme ça, mais c'est un peu ce qui se passe sur le Guingamp-Lille où j'étais à Guingamp. Guingamp gagne 1-0 à la dernière seconde sur une frappe lointaine. Je ne sais plus si c'est Dido, je crois que c'est Dido. Mais il y a plein d'occasions et Guingamp peut gagner 3 ou 4-0. Pourquoi ? Parce que Lille bute contre un bloc regroupé en 4-4-2 à plat. Et dès que Lille veut un petit peu trop se livrer, ça prend des contres. Et c'est sûr que c'est plus difficile de mettre en place une stratégie offensive, ambitieuse, où tu déstabilises un bloc regroupé, que quelque chose un peu plus basé sur le contre, où justement tu attends que l'adversaire se déploie, que les lignes soient distendues pour pouvoir mettre une balle en profondeur et puis aller marquer très rapidement.
Et du coup, là, au niveau tactique, tu parlais de marquage individuel, que le LOSC devait désapprendre certaines choses qu'ils avaient appris avec Bielsa en début de saison. Est-ce que tu as ressenti des similarités entre le jeu que Bielsa prônait à Lille en début de saison et celui qu'il prônait à Marseille il y a 3 ans? Est-ce que c'était les mêmes recettes qu'il a appliquées, qu'il a ramenées à Lille, ou c'était un peu différent? Bah, il a voulu faire les mêmes recettes, mais t'as pas les mêmes ingrédients, quoi. T'avais pas les du mêmes joueurs. homard, t'avais. Il a fait venir beaucoup moins de joueurs à Marseille déjà. Ouais, et puis Marseille, t'avais quand même pas mal de joueurs confirmés qui avaient. Bon, à la fois, t'avais l'aspect bien sûr psychologique qui fait que quand ça commence à mal tourner, à Lille, tu sens que tout le monde plonge. À l'époque, à Marseille, t'avais quand même 2-3 chiens de garde qui pouvaient dire bon, allez les gars, c'est pas fini, on se remet dedans. Et du coup, ça perdait jamais vraiment le fil. Il y a un ou deux matchs, je crois que c'est Lorient, où en fin de match, voilà, tu sens qu'il n'y a plus aucune cohérence tactique parce que tout le monde suit son adversaire direct et que ça part un peu en vrille. Mais sinon, il a voulu faire la même chose parce que Bielsa, au moins là-dessus, on peut pas lui reprocher de pas être cohérent et de pas être changé d'avis. Il veut à peu près toujours faire la même chose, sauf que, c'est pas forcément facile d'apprendre à des joueurs de 20 ans, 22 ans, qui étaient la star dans leur club, de faire des choses nouvelles qu'ils n'ont jamais forcément vues, et de faire tout un travail un peu de l'ombre et un peu ingrat, qui est de faire énormément de courses, beaucoup d'efforts à haute intensité, de suivre leur adversaire direct quand celui-ci repart dans le camp adverse. Je pense, moi je suis persuadé que ça aurait pu finir par marcher. Et que ce qui a marché ailleurs, alors pas toujours de manière extraordinaire, mais ça a marché à Bilbao, ça a marché avec le Chili, ça a marché avec Marseille, sur des séquences plus ou moins longues, aurait fini par marcher à Lille. Et pour moi, le match perdu contre Marseille traduit bien les possibilités de cette équipe, parce que même si Lille perd 1-0, Lille a quand même très largement dominé une équipe qui est l'une des meilleures de Ligue 1 en ce moment, et puis sur l'effectif, sur le potentiel, etc. Je pense que ça aurait fini par prendre. Je ne suis pas persuadé que Lille aurait fini par exemple plus haut que la 14e place, mais je pense que tu aurais vu quelque chose, que les joueurs auraient pris de la valeur, et que Bielsa, année 2, aurait vraiment pu construire là-dessus. Ouais. Mais apprendre à Bissouma, qui est un milieu limite numéro 8, qui peut jouer 6 ou qui peut jouer 10, mais qui est vraiment box-to-box, lui apprendre à être latéral droit et à suivre son adversaire en marquage individuel, forcément ça prend du temps. Et là... quand tu gardes 4 mois, ne reste que le côté ça n'a pas marché, parce que voilà. Malgré tout, il a pris une grosse valeur, Bissouma. Il est. Enfin, je veux dire, sur il y a quand même des joueurs, malgré quand même cette espèce de désastre que tout le monde a l'impression de vivre. Il y a plein de joueurs qui ont. Ils se sont révélés, mais ils ont peut-être pas pris la valeur qu'ils auraient pu prendre si le projet Bielsa avait fonctionné sur le long terme. Je sais pas, on entend quand même pas mal parler de Bissouma, de Thiago Mendes. Thiago Mendes, qui est celui, je crois, qui doit avoir la plus grosse valeur marchande du côté de Lille, actuellement. Pas loin, disons. C'est le meilleur. Après, son petit désavantage, c'est que c'est le plus vieux, donc forcément, tu perds des millions en vieillissant. Il y a un joueur qu'on voit plus trop, si je me souviens, si je dis pas de bêtises, c'est Luis Arroyo. Il a complètement disparu, lui, alors que c'était un des joueurs qu'on suivait pas mal au début de la saison, qui avait l'air d'avoir beaucoup de qualité, vivacité, rapidité, technique, un bon pied gauche là. En fait, en préparation, il driblait tout le monde, et c'était un joueur incroyable. Moi, je me suis dit bon, ça y est, Lille Lille tient vraiment, alors pas son Arjen Robben, mais vraiment le joueur qui va lui permettre de passer un cap et qui va gagner un peu des matchs à lui tout seul. Mais il cadrait très peu, si je me souviens bien. Et puis on voyait déjà une vision du jeu qui était assez limitée. Il avait un peu tendance à avoir des œillères et c'est un Lucas gaucher, quoi. Voilà. Et quand tu dribbles tout le monde, c'est bien, mais quand en championnat tu dribbles 4 personnes et que le 5e joueur, au lieu de le fixer, de donner à ton partenaire, t'essaies de le dribbler aussi, tu joues pas contre des DH, quoi. Les défenseurs, tu peux pas dribbler tout le monde à chaque fois, quoi. Il est blessé là ? Non, il est là. Il a joué un petit peu en coupe sur la défaite contre Strasbourg. Le truc, c'est que au niveau de l'implication, de ce que j'en sais, c'est pas le plus impliqué. Même sur les matchs, ça se voyait, il était très expressif et très colérique. Très égocentrique, très centré sur ses petits dribbles, etc. Pas forcément, à la fois dans le groupe, dans le vestiaire, etc. Un petit peu bande à part, mais même très perso sur le terrain, et pas forcément. À la limite, que tu ne réussisses pas tes dribbles, c'est une chose, mais ça t'empêche pas de défendre et de. Tu vois, c'est ce que disait Galtier en conférence de presse la semaine dernière. C'est que la ligne offensive doit protéger la ligne défensive, et que si tes 5-6 joueurs offensifs ne vont pas cadrer le porteur et ne vont pas faire un peu de pressing,
bah forcément tout repose sur tes milieux défensifs et tes défenseurs. Il faut quand même que tes attaquants fassent un minimum de travail pour le groupe. Et si tu es juste là pour faire 3 dribbles et dès que tu perds le ballon, tu te désintéresses du jeu, bah tu défends à 10 ou à 9. Donc forcément là-dessus, il apporte rien. Ce qui se passe au PSG, mais ça c'est... Mais sauf que bon, Neymar, c'est différent. Ouais, quoi, c'est différent. En termes de ratio efficacité, investissement, c'est pas les mêmes c'est stats. pas la même chose. Pour faire la transition vers le livre et pour finir avec Bielsa, vous en parlez un petit peu dans le livre, il me semble, il y a un encadré Ouais, il y a un encadré sur sur Bielsa, lui. c'est ça. On le voit pas sur la couverture. Alors d'abord la question c'est est-ce que toi tu le considères comme un entraîneur révolutionnaire et sinon pourquoi? Alors oui, je le considère comme un entraîneur révolutionnaire, mais pas suffisamment révolutionnaire pour avoir figurer. plus qu'un encadré dans le livre. Pour le choix philosophique éditorial qu'on a fait, qui était de prendre une personne par décennie, même si on a un petit peu transigé, parce qu'on a un entraîneur de plus que de décennies couvertes, parce que Lobanovski fait un peu la transition entre les années 70, 80, 90. Empiète pas trop sur la présentation Mais, de Denis. Il va faire une... C'est vrai que sans trop empiéter, il est sur la même période que Cruyff et Guardiola qui ont beaucoup plus apporté au jeu. Lui, c'est plus une espèce de, j'ai envie de dire, d'esprit libre qui allait au bout de ses idées très arrêtées sur le foot. Et il y a beaucoup de gens qui ont pioché, mais qui ont pioché sur le côté intensité, sur le côté pressing, etc. Guardiola, notamment. C'est un gourou Voilà. qui a certaines idées qui ont beaucoup marché auprès d'entraîneurs Voilà. qui ont récupéré. Mais personne ne fait du Bielsa. Ouais. Tu prends ce qu'il y a à apprendre et tu laisses les côtés un peu trop radicaux. Le côté ultra radical sur le marquage, le côté un peu dépassionné sur le management humain. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'un des seuls à faire du marquage individuel. Si tu regardes. À ce niveau-là, et dans ça telle existe presque proportion plus, quoi. à haut niveau, je le vois pas. Et puis même son 3-3-3-1 ou 3-3-1-3. Avec tout un le jeu joueur, qui est sur les ailes et seulement un joueur au milieu. À l'OM, c'était Imboula. Voilà, alors ça peut, si ce joueur-là s'en sort bien, ça lui fait prendre une valeur considérable. On a vu que Imboula a été vendu largement au-dessus de ce qui est visiblement son réel niveau. Il y a Toulouse maintenant. Voilà, mais c'est vrai que là-dessus, c'est un peu un iconoclaste et il est très respecté. Il fascine, il intrigue aussi, même au sein de la profession. Mais personne ne veut faire comme lui parce que au final ça marche, mais des approches beaucoup moins radicales marchent quand même beaucoup mieux. Ouais. Quand Guardiola fait son tour de tous les entraîneurs pour piocher un peu, il va voir Bielsa ou pas? Je m'en souviens pas. Il va voir Bielsa, il va voir Bielsa pendant le barbecue local pendant toute une nuit, c'est ça. Ouais, c'est bien. Et je pense que au-delà, alors personnellement, je pense pas que j'aimerais avoir Bielsa comme coach. Mais discuter de foot avec Bielsa, ça va être incroyable. Moi, déjà en conférence de presse, moi je me régalais. Bon, c'était pas le cas de tout le monde, tous les confrères, mais quand il partait dans des digressions sur le foot et sur la philosophie, moi je trouvais ça vachement intéressant. Et je pense que il a vraiment des choses à dire et des idées sur le foot qui sont pas forcément les bonnes, ou en tout cas pas forcément transposables avec les joueurs d'aujourd'hui, avec ceux qu'il a à disposition, etc. Mais on peut pas lui reprocher d'avoir une vraie vision sur le jeu. Ouais, c'est passionnant. Même en conférence tout court, d'ailleurs, pas que de presse. Oui, c'est vrai, conférences, sur des présentations un peu orales, même avec des entraîneurs parfois beaucoup plus qualifiés que lui, ou en tout cas ayant un palmarès beaucoup plus grand, mais qui en ressortent fascinés parce qu'il peut te faire des diapositives de 5 heures sur comment défendre un 5-4-1, quoi. Il a gagné des titres ou pas, Bielsa? Peut-être au Mexique, non? Il a gagné 2 ou 3 titres. Il fait finale, si je me trompe, il fait finale de Coupe du Roi. T'écoutes pas Jonathan McCarty sur l'after? Le sur l'Argentine. de Bielsa autoproclamé. Disons, je crois qu'il gagne un championnat d'ouverture, un championnat de fermeture en Argentine. Il gagne 2 ou 3 trophées en Argentine. Ouais. Et il fait finale de. Après, c'est des finales, c'est pas des trophées, quoi. Ouais. Il fait finale de Ligue Europa, finale de Coupe du Roi. Oui, de Ligue Europa contre l'Atlético Madrid. L'Atlético, où là pour le coup ils prennent 3-0. Avec Falcao. Et il fait finale de Copa Libertadores contre la grosse Ouais, équipe, donc, je crois, de Sao Paulo, de Tele Santana, où il y avait Rai, Roberto Carlos, etc. Non, Cafu. Et qui perdent des années 90. qui perdent au tir au but. Ouais. Donc il fait surperformer pas mal de ses équipes. Après, ça se traduit pas forcément en titre, mais moi, quand on reproche son manque de palmarès, j'ai envie de dire qui en une saison à Marseille, 2 saisons à Bilbao, 6 mois à Lille peut gagner des titres. C'est pas comme s'il avait fait Real, Barça et Manchester United.
Et là où tu te serais dit, oui, effectivement, avec le matériel qu'il avait à disposition, c'est décevant. Amener Bilbao en finale de 2 coupes, ça reste quand même une belle performance. Avec ce qu'on voyait tout à l'heure, le fait que Bilbao ne puisse recruter que des joueurs nés dans le Pays Basque ou formés dans des clubs basques. Donc des grosses... Ça c'est fascinant. Ouais, pas facile. Du coup, on va faire la transition avec le livre, donc les entraîneurs révolutionnaires du football, donc que tu as rédigé en tant que membre des managers. C'est cela. Alors co-rédigé, parce que tu l'as rédigé avec Raphaël Cosmidis et Julien Maumont, j'essaie de pas écorcher les noms. Du coup, Julien Maumont, journaliste qu'on voit souvent sur SFR Sport, Cosmidis sur l'équipe. Oui. Pour rentrer dans le vif du sujet, donc ce livre, Les entraîneurs révolutionnaires du football, c'est une perspective historique que j'ai trouvé extrêmement prenante sur le football et les dynamiques qui ont forgé, les dynamiques tactiques qui ont forgé ce sport depuis les années 50, parce qu'en fait voilà, c'est ce que vous faites, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'est que vous prenez donc un entraîneur par décennie. Alors il y en a 8, c'est ça? Non, 7 entraîneurs. Ouais. Donc depuis les années 50, donc on parle de, alors je vais les citer, il y a Gustav Sebes, c'est ça? Sebes, la prononciation est bonne. Je ne maîtrise pas la prononciation hongroise, je dis Sebes comme ça, Sebes. je francise, j'évite de faire une mauvaise prononciation étrangère. Ensuite, tu as du Elenio Herrera, Rinus Michels, Valérie Lobanovski, Arrigo Sacchi, Johan Cruyff et Pep Guardiola. Et du coup, on découvre à travers les différents chapitres toutes les tactiques qui ont marqué l'histoire du foot, du catenaccio d'Herrera au jeu de position de Guardiola, en passant par le football total de Rinus Michels. Donc super intéressant ce bouquin pour se concentrer un peu sur l'histoire du football. Je me suis replongé dans les Ligues des Champions des années 60, c'est vachement intéressant. J'ai regardé des bouts de match en noir et blanc, c'était vraiment cool. Bien sûr, faut aimer la tactique. Et voilà, faut aimer les tactiques, mais c'est un peu le point que je voulais dire, c'est le fait que les aspects tactiques soient pas vraiment évoqués aujourd'hui dans les médias plus généralistes. On avait vu la Data Room à l'époque avec Florent Tognuti, qui avait duré une saison, si je me trompe pas seulement. Une saison, ouais. Qui pourtant sont passionnants. Du coup, on va passer à des questions un peu sur le bouquin. Une première question un peu pratique. Combien de temps pour écrire un tel bouquin et combien d'heures de match est-ce que tu t'es tapé, tu t'es farci pour analyser toutes les équipes que vous avez pu étudier? Alors, l'avantage, c'est qu'on est 3 sur le livre, donc du coup, il doit faire 400 pages et quelques, mais au final, on en fait que 130, 140 chacun. Donc finalement, forcément, ça va 3 fois plus vite pour écrire le livre. On fonctionne, surtout Raphaël et moi, on fonctionne vraiment par tranches très intenses. C'est-à-dire qu'on va se faire des journées d'écriture ou de visionnage de match où on peut bosser 10, 14, 15 heures de suite là-dessus. Moi, j'ai commencé... Alors, Julien avait un petit peu bossé en amont. J'ai commencé à vraiment regarder des matchs début avril. Et on l'a rendu pour fin août. Mais au total, je dirais que ça a pris 5 mois entre le moment où le projet a vraiment été défini et où on a fini d'écrire, ce qui peut paraître relativement court pour un livre, dans la mesure où parfois c'est des projets de plusieurs années, etc. Mais pour le coup, c'était vraiment sur la fin, c'était vraiment très intense. On faisait que ça de nos journées, on faisait des nuits blanches. Et pour te répondre à la question des matchs, alors moi j'ai un petit truc, c'est que parfois je la regarde en x2, en x3, comme je les télécharge, c'est les enregistrements. Je peux aussi passer, par exemple dès qu'il y a un coup franc, hop, je gagne les 15-20 secondes de simulation. Voilà, donc en fait je fais plutôt du jeu effectif, et temps de jeu effectif ça peut vite plus être 60 minutes que 90. Tu vas gagner du temps aussi quand il y aura la vidéo partout là, et qu'il y aura des arrêts de jeu de 5 minutes. Voilà. Mais je dirais que pour Mitchell, j'ai dû voir 15 matchs vraiment en entier. Et pour Cruyff, j'ai dû en voir 40 ou 50. Ouais. Parce que donc, c'est les deux sur lesquels j'ai beaucoup écrit. J'ai aussi revu un peu de Guardiola parce que j'ai écrit une partie du Guardiola, notamment sur les Classicos à l'époque, quand c'était Guardiola contre Mourinho. Là, j'ai revu 8-10 matchs, mais j'en avais déjà vu. Enfin, c'était une période où je regardais 40 ou 50 matchs de Barcelone par saison, donc j'avais déjà pas mal en tête. C'était plus, c'était plus pour me replonger dedans. C'est surtout sur Mitchell, où j'avais vu que des bouts de match, et là, il fallait vraiment que je voie en entier pour, avec les yeux habitués au football de maintenant, voir un petit peu ce qu'était le football de l'époque et pas se fier uniquement aux préjugés, pouvoir vraiment juger sur pièce. Et du coup, tu as regardé quelques matchs de CBS, d'Herrera, où tu as découvert en même temps que... Alors, un peu des deux. J'ai découvert, forcément avant la sortie du livre, parce que je relisais en cours d'écriture ce que faisaient mes compères. J'ai quand même regardé un petit peu
Des fois parce qu'il demandait un avis extérieur. Il disait, bon, toi qui... par exemple, Julien qui faisait la partie sur Herrera sur les années 60, il me disait, tiens, toi qui regardes les matchs des années 70, est-ce que tu vois vraiment une différence entre les deux, ne serait-ce que pour soigner les transitions, les différences entre les deux entraîneurs. Donc j'ai regardé un petit peu, j'ai regardé forcément moins qu'eux qui ont regardé chacun de leur côté 20, 30, 40 matchs sur les entraîneurs, mais j'en ai vu 4-5 et des résumés, et puis des fois on se montrait des actions, genre t'as vu Et puis surtout que tu vois la différence assez frappante. En ce moment il y a SFR Sport qui est en train de passer des matchs de la fin des années 2000. Là je me suis regardé 2 Arsenal Manchester United de la saison 2007-2008 et 2008-2009, et enfin t'as une différence frappante sur les 6 mètres. Tous les gardiens dégagent, alors qu'aujourd'hui ça se fait plus, quoi. C'est du renvoi à tes défenseurs latéraux, donc les différences peuvent être assez frappantes. Et du coup sur les équipes que tu as pu voir jouer, est-ce qu'il y en a une qui t'a impressionné, et encore plus loin, est-ce qu'il y a un joueur que tu connaissais pas forcément qui t'a marqué, que tu as pu voir jouer? Je le connaissais forcément, mais de voir jouer Laudrup avec le Barça. En fait, j'allais te poser la question parce que justement, je voulais savoir si impressionnant. Du coup, j'ai regardé des vidéos. Laudrup, impressionnant le type. Enfin, maintenant il y a Iniesta, mais Iniesta, son idole de jeunesse, et pour lui le meilleur joueur du monde, c'était Laudrup, et on comprend pourquoi, parce que incroyable ce joueur. 3-4 fois par match, il fait des passes en profondeur à ras de terre de 40 mètres qui casquent 3 lignes et qui vont pile dans la course. Et puis les percées aussi, le pied il était rapide. Honnêtement, il avait tout. Alors, il a peut-être pas fait la carrière qu'il aurait pu faire, même si ça reste un très bon joueur. C'est juste que forcément, nous on est relativement jeunes, on n'a pas forcément connu cette période-là, et si on avait 20 ans de plus, on dirait bah si, quand même, Laudrup c'était quelque chose. Mais c'est vrai que dans l'histoire du foot, pour nous, il n'a pas forcément autant marqué les esprits que certains de ses contemporains. Alors que honnêtement c'était vraiment un joueur incroyable. Nous on le connaît de entraîneur de Swansea, voilà, si je ne me ça, trompe pas, et puis de nom, mais avoir joué les compilations qu'il y a sur YouTube de ses actions, il était impressionnant. Du coup j'ai tapé son nom sur Google, et tu trouves des débats. Est-ce que Laudrup était meilleur que Zidane? Il était de ce que tu vois sur les vidéos, il était vraiment impressionnant ce joueur, quoi. Et puis contrairement à Zidane, qui savait faire plein d'autres choses aussi, mais Laudrup avait une certaine polyvalence qui fait que effectivement dans l'absolu c'était plutôt un numéro 10, mais il y a une saison et demie où il joue faux numéro 9 avec Barcelone, mais oui, donc il occupe quand même la pointe, même s'il y a des zones, et il pouvait aussi jouer sur le côté. Et vraiment, autant les Pays-Bas, les Pays-Bas et l'Ajax des années 70, j'ai pas eu d'énormes surprises parce que je connaissais déjà à peu près le profil des joueurs, et je savais que Cruyff par exemple était un joueur incroyable dans sa grande période. Donc c'est toujours amusant de voir Cruyff redescendre en défense centrale et tout. On dit oui, c'est vrai que quand on dit football total, t'avais vraiment des défenseurs en attaque et des attaquants en défense. C'est pas une figure de style, quoi. C'était vraiment le cas. Mais autant sur le Barça de Cruyff, même Guardiola, quoi. Guardiola, on le voit comme entraîneur, c'était Busquets avant l'heure, et c'était un milieu défensif qui faisait des ouvertures de 50 mètres dans les pieds tout le temps, quoi. D'ailleurs, l'histoire est passionnante de Cruyff qui dans son projet de jeu découvre au sein de la Masia Guardiola qui a 17 ans, et il dit que ça va être lui la clé de son projet tactique. C'est ça. On n'a jamais passionnant, quoi. J'ai cherché à savoir quelle était l'explication exacte, parce que selon les sources, selon les interlocuteurs, selon les livres, l'histoire de la découverte de Guardiola est toujours racontée de manière un petit peu différente. C'est ce qu'on explique dans le livre. Je crois qu'il y a 3 versions. Il y en a une où c'est lui qui décide de le repositionner. Il y en a une où il dit à l'entraîneur de le sortir à la mi-temps en disant ce joueur-là, je le veux chez les A. Donc mais toujours est-il qu'effectivement, il y en a une où c'est plus ou moins l'entraîneur qui dit à Cruyff viens voir, j'ai un super joueur dans mes rangs. Mais toujours est-il que l'histoire communément acceptée, qui je pense est vraie, est que si t'as pas Cruyff comme entraîneur de l'équipe première, Guardiola ne perce pas, ou en tout cas pas à ce niveau-là, parce qu'il avait absolument pas le profil du milieu défensif à l'époque, qui maintenant peut être plus accepté. T'as des Weigl, des joueurs comme ça qui sont des petits gabarits plutôt techniques, mais lui, comme le dit Cruyff, c'est un milieu défensif qui savait pas défendre. Il avait Koeman, un défenseur central qui savait pas défendre, et ça à l'époque, déjà pour maintenant ça reste quand même relativement rare, mais à l'époque c'était carrément révolutionnaire, quoi. Ce qu'on a vu avec le Guardiola
au Bayern, Ouais. le Bayern de Guardiola, où il met à un moment, je crois qu'il met pas de défenseur central dans son équipe, il met Ouais, Kimmich, il fait Kimmich Alaba, ouais, en Coupe d'Europe. ouais, en défense. C'est contre la Roma, c'est ça qui fait ça, ou c'est Je un autre crois match? que c'est contre la Juve. C'est un mais peu je le même suis pas style, sûr, ouais. mais en tout cas, c'était Très porté, deux joueurs ouais. d'un mètre 70, 72 Ouais, qui c'est se ça. retrouvent en défense centrale. Hmm. Parce qu'en fait, tu repenses le jeu de manière totalement différente de ce qui était fait avant. Et c'est pour ça qu'on a choisi Guardiola sur les années 2000. Ouais, clairement. Et c'est pour ça qu'on a choisi Cruyff sur les années 90. Parce que, c'est révolutionnaire, parce que c'est quasiment jamais fait avant, en tout cas pas à ce niveau-là. Parce que si c'est fait en DH et que voilà, ça touche personne. Et deuxièmement, parce qu'il y a un foot avant et un foot après, et que comme ça marche bien, il y a d'autres gens qui vont vouloir faire pareil, Ouais. donc ils ont des imitateurs, et ça crée une école de pensée. Alors du coup, une question autour des années 80. Quand vous évoquez Valéry Lobanovski Oui. du Dynamo Kiev, à ce moment-là, c'est les clubs anglais qui dominent la scène européenne. Alors il y a Liverpool qui gagne les Ligues des Champions 77, 78, 84, Nottingham Forest en 79, 80, Liverpool aussi en 81 et Aston Villa en 82. Liverpool refait finale de Ligue des Champions contre la Juve en 85, si je me trompe pas. Pourtant, du coup, dans le bouquin, vous évoquez pas d'entraîneur anglais révolutionnaire, donc on peut comprendre qu'il soit pas révolutionnaire, mais est-ce qu'il y avait un style de jeu anglais à l'époque? Est-ce qu'on pouvait dénoter une manière de jouer en Angleterre où c'était... J'ai vu une interview de Harry Redknapp dans SoFoot qui explique qu'aujourd'hui, un entraîneur comme lui ne pourrait plus percer. Est-ce que c'était du kick and rush ou Ouais. Les spécialistes de tactique avaient investi Ouais, le milieu du foot et que ce type de football était révolu. Il avait plus sa place. Alors, je connais un peu, mais j'ai pas étudié Ouais. en détail toutes les équipes de cette période-là. Mais pour moi, je le vois un petit peu comme la domination anglaise de la fin des années 2000. Ouais. Tu avais des derniers carrés avec trois équipes anglaises en demi-finale de Ligue des Champions, où tu avais Manchester qui fait notamment, ensuite qui fait 2 finales contre Barcelone un petit peu plus tard, mais la première ligue était vraiment de manière indiscutable le championnat le plus coté. Je pense que alors il y avait effectivement de la tactique, il y avait des idées, mais il y avait deux choses. Il y avait le maître mot qui était intensité, qui fait que les équipes anglaises étaient capables de mettre beaucoup plus à la fois d'impact dans les duels bien sûr, mais aussi faire beaucoup plus de courses à haute intensité, beaucoup plus d'appels. Et forcément, quand tu as une équipe qui court 2 fois plus que l'autre et qui à la 85e est encore fit, je veux dire, ça fait la diff, ouais. ça fait la différence. Et le Fergie Time, c'est aussi un peu ça. C'est aussi le fait qu'à la 90e, tu sois plus en forme et plus lucide que l'adversaire. Et je pense qu'aussi, tu avais des meilleurs joueurs qu'ailleurs. Et mine de rien, nous, nos révolutionnaires, ils ont gagné des choses, mais ils n'ont pas gagné tous les titres. Et je pense qu'à l'époque, les meilleurs joueurs étaient en Angleterre. Et puis, il y a forcément toujours des cycles. Ouais. Comme ensuite, il y a eu les meilleurs joueurs en Italie, et où tu avais aussi des tacticiens. Mais je pense que c'est une période où voilà, l'Angleterre était au top. Mais tu vois, ce qu'on retient de Brian Clough, qui était notamment à Nottingham, c'est pas forcément sa tactique, c'est surtout ses méthodes de management, la manière dont il gérait ses équipes. Et à l'époque, il suffit que les autres championnats soient un petit peu dans un creux et que toi tu sois très professionnel et que tu tires le maximum de ton groupe et que tu fasses attention à la diététique, des choses comme ça, ce qui n'était pas forcément le cas de tout le monde. Si tu as des meilleurs joueurs et que tu es bien préparé physiquement, tu peux aller loin et tu peux gagner des titres. Ce qui a pu nuire d'ailleurs, cette professionnalisation, elle a pu venir notamment avec Valéry Lobanovski un peu, vous en parlez un peu, toutes ces questions d'intensité, de physique. Et du coup, il y a un tournant à la fin des années 80, début des années 90, où on commence vraiment à mettre l'accent là-dessus pour que les joueurs soient plus performants au niveau physique. Disons, le premier petit tournant, c'est le football total, qui au final est... alors, rien à voir, mais j'écrivais des articles sur le jeu à la nantaise et j'appelais des témoins de cette époque-là qui me disaient qu'au final, le premier jeu à la nantaise avec Arribas dans les années 60, c'était finalement pas si éloigné que ça par certains aspects du football total, sauf que tu pouvais pas faire de pressing et autant de permutations parce que physiquement, tu n'avais simplement pas la caisse et que tu pouvais pas répéter les efforts et que tu faisais 2-3 courses alors que les Néerlandais de l'époque pouvaient en faire 20. C'est le premier tournant parce que Rinus Michels c'est vraiment le premier à leur faire des exercices limite d'athlétisme et à très haute intensité. Mais c'est seulement le début et c'est effectivement fin des années 80, début des années 90
où là c'est pas simplement une ou deux équipes qui vont faire ça, ça devient la norme. Et si t'es pas un athlète qui a au moins 16-17 de VMA, tu peux pas jouer au niveau ou pas au très haut niveau parce que les efforts demandés sont beaucoup plus importants. Ouais. J'ai retrouvé la phrase de Redknapp, il dit aujourd'hui il n'y a plus que des coachs qui demandent des redoublements de passes. Il regarde pas la Ligue 1, Harry Redknapp. Je pense qu'il regarde un peu trop la Liga. Je sais pas trop quoi penser de il fait quoi, finalement. Redknapp en ce moment, je sais pas ce qu'il fait. Il est à Everton. Il est à Everton maintenant. Ouais. Il a pris la place de Coman d'ailleurs. Everton qui joue de manière il a pris la place de Coman et qui joue d'une manière justement à la Redknapp, quoi. C'est pas pas énormément de redoublement de passes. La transition avec Coman doit être bizarre d'ailleurs. Il dit qu'on soit clair, on s'est tous organisé une équipe pour qu'elle soit compliquée à battre, mais aujourd'hui on passe des heures à observer l'adversaire, à se demander comment arrêter tel ou tel joueur, on passe pas assez de temps à sortir du vestiaire et à jouer. Voilà. Il serait bien en Ligue 1, Harry Redknapp. On a peu d'entraîneurs anglais en Ligue 1, ça ressemble pas. Peu de joueurs anglais. Et du coup, après 1985, il n'y a plus de victoire anglaise en Ligue des Champions jusqu'en 99. Alors notamment parce que la FIFA ou l'UEFA, je sais pas, sanctionne les clubs anglais à cause du drame du Heysel en 85 lors de la finale entre la Juventus et Liverpool. Est-ce qu'on aurait pu imaginer que les clubs anglais, sans ce drame, auraient pu continuer à gagner sur la scène européenne, ou est-ce qu'il y avait vraiment trop de changements, notamment au niveau physique? Est-ce que les autres clubs se professionnalisaient assez déjà Je pense que déjà de manière générale il y a forcément des cycles dans le football et je pense même qu'indépendamment des circonstances, donc là il y a ce drame, il y a l'interdiction des clubs anglais de jouer la Coupe d'Europe, mais je pense qu'au-delà de ça c'est très difficile pour un championnat de gagner continuellement, et on le voit que même sans ça l'Italie a dominé dans les années 90 et puis a disparu, a baissé un petit peu de niveau, et je pense qu'il y a des raisons sur les flux financiers, etc., qui font que forcément au-delà de 6-7 ans les clubs étrangers se renforcent et que la hiérarchie ne peut jamais rester éternellement figée. Puis il y a quand même une école d'entraîneurs et de tacticiens italiens qui est quand même plus réputée que l'école anglaise. Et il y a bien un moment où, au-delà même de l'aspect un petit peu subjectif qui est de la qualité des entraîneurs, si on regarde les chiffres du nombre de diplômés UFAA, etc., sur les entraîneurs à plus haut niveau, l'Italie et l'Espagne sont très loin devant l'Angleterre, par exemple, qui sort très très peu d'entraîneurs. Donc forcément, si le volume est plus faible, il y a moins de chances d'avoir des très grands entraîneurs dans le lot. Et je pense que mécaniquement, à partir du moment où l'Italie avait une puissance financière à cette époque-là, c'était obligatoire que les Sacchi, etc., permettent à l'Italie d'avoir sa période de domination sur 6-7 ans. Alors forcément, d'avoir les sous pour attirer Van Basten, Gullit, Rijkaard, ça aide forcément à performer. Mais c'est vrai que la tactique italienne faisait la différence à valeur égale au niveau des joueurs. Les techniciens français, on en sort moins que les Italiens et les Espagnols, j'imagine. Tu regardes la Ligue 1 actuellement, au-delà des entraîneurs en place, si tu réfléchis, il n'y a pas vraiment de débat d'idées sur le jeu, la manière de jouer en Ligue 1. Et dans le football français, tu as limite une petite opposition entre l'école Jacquet et le reste, mais tu n'as pas vraiment de contre-modèle. Alors qu'en Italie, tu avais vraiment... on en parle dans la partie sur Herrera. Le Catenaccio, ça provoquait des vrais débats philosophiques en Italie dans les années 60. Et en France, tu avais Miroir Sport, Miroir Sprint qui en faisait un petit peu dans les années 70, mais plus maintenant. Aujourd'hui, tu n'as plus vraiment de débat. C'est vraiment du cas par cas, quoi. Est-ce qu'on aime ou pas la manière dont Bielsa joue ou autre? Mais on se dit pas il faut jouer de telle manière, alors qu'en Italie tu as vraiment des il y a eu un vrai débat quand Sacchi arrive et qui change complètement les choses par rapport au Catenaccio, qui a introduit le marquage de zone, etc. Tu avais la grosse opposition avec notamment le Naples de Maradona qui lui jouait un individuel strict, et c'est vrai que là-bas beau avoir ça à l'époque. C'était vraiment et là c'était pour le coup au-delà du vainqueur du match, tu avais vraiment le vainqueur philosophique, quoi. C'était vraiment des antithèses. Et c'était Sacchi qui trouvait limite une aliénation dans le fait d'avoir fait du marquage individuel, parce que tu réduis un joueur au fait de suivre son opposant et tu t'enlèves un petit peu la notion de collectif dans tout ça. Donc tu avais vraiment
au-delà de la manière de jouer, il y avait une vraie philosophie de jeu, une vraie philosophie de vie qui sous-tendait les idées et qui faisait que tu faisais ce choix-là plutôt qu'un autre choix. Ça peut être considéré comme une absence de tactique, finalement. De défendre en marquage individuel. C'est-à-dire que tu fais... Enfin, je sais pas... tu reportes un peu tout sur les joueurs, quoi. Tu fais moins d'efforts d'organisation, d'équilibrage de mouvements mutuels des joueurs. T'as pas besoin de réelle compréhension, quoi. C'est juste tu suis ton joueur. Tu dis, bon, toi, tu prends le numéro 3 d'en face, et puis s'il change, tu prends le numéro 4, et voilà. Et c'est... Alors après, bien sûr, il peut y avoir des adaptations sur les phases, parce que s'il y en a un qui dézone, jusqu'où tu le suis. Mais pour mettre en place du marquage de zone, t'avais des exercices très très poussés avec des élastiques, ça mesurait les distances entre les joueurs, etc. Parce que pour jouer le hors-jeu, faut qu'il y ait 3-4 joueurs qui soient parfaitement coordonnés pour remonter au même moment. Et ça demande un état d'esprit commun, et il faut vraiment préparer tout le monde pour faire ça. Ce que faisait très bien Baresi et Maldini c'est ça. du Milan. Du coup, on va faire un petit bond en avant. On va passer, t'en as parlé un peu plus tôt, à l'époque Mourinho-Guardiola. Du coup, après avoir lu le livre, je me suis rematé le 5-0 du Barça contre le Real Madrid en novembre 2010. Alors c'est une question un peu longue, je vais resituer un peu. Le Real à l'époque engage Mourinho parce que Mourinho vient de gagner la Ligue des Champions avec l'Inter et parce qu'il a éliminé le Barça en demi-finale de la Ligue des Champions. Du coup en gros l'idée du Real c'est d'engager Mourinho parce qu'il aurait trouvé la solution au plan Guardiola, au jeu Guardiola. Tiki-taka. Non, je crois qu'il déteste, Guardiola déteste qu'on dise de son jeu que c'est du tiki-taka. Il s'est énervé une fois. Il a dit c'est pas du tiki-taka. Mais il a pas vraiment trouvé d'autres noms, donc du coup on a coincé, soit on l'appelle pas, soit on appelle ça tiki-taka, mais il n'y a pas de... Et du coup le Real engage Mourinho pour contrer Guardiola qui martyrise la Liga, enfin qui martyrise le Real Madrid et la Liga depuis 2 saisons. Et du coup, premier affrontement en novembre 2010, le Barça de Guardiola fait la leçon au Real Madrid de Mourinho. Du coup, en regardant le match attentivement, j'ai remarqué qu'il y a 10 minutes, on va dire, où le Real sort un peu la tête de l'eau, le Real pose un peu le jeu, récupère un peu les ballons. C'est en gros les 10 minutes qui suivent la première altercation entre Ronaldo et Guardiola. Il y a un coup de tête entre les deux sur le bord de la pelouse et le Real va mieux pendant 10 minutes jusqu'à la mi-temps. Et puis la deuxième mi-temps, pareil, démonstration du Barça. Et le match suivant, quelques mois plus tard, il y a Mourinho qui décide de mettre Pepe en milieu défensif pour aller monter sur les milieux barcelonais et casser les joueurs du Barça. Tout ça pour en venir du coup à la question suivante. Est-ce que Mourinho, il a été ultra pragmatique au point de se dire, pour battre le Barça de Guardiola, il faut casser le jeu, casser les joueurs, provoquer les joueurs adverses et en fait que le Barça puisse pas imposer son rythme? Ouais, je pense qu'en partie il y a ça. Et je pense qu'en tout cas, à partir du moment où tu remontes ton équipe à bloc en leur parlant, limite sur des termes guerriers dans le vestiaire sur la préparation de match, sans forcément leur dire il y a un contrat sur Messi ou alors il faut casser de l'adversaire. À partir du moment où tu remontes Pepe à bloc et tu lui dis t'es en marquage individuel sur Messi ou t'es en marquage individuel sur Xavi, je pense qu'inévitablement, tu sais très bien qu'il y a un moment où il va lui mettre un coup dans le tibia et qu'il va prendre son carton jaune, voire son carton rouge. Pareil, Ramos qui découpille assez facilement. Je pense que c'est une conséquence d'une stratégie qui était on les laisse pas jouer. Après, est-ce que dire il faut absolument faire basculer le match dans une espèce d'affrontement hors foot qui fait qu'en face ça va péter les plombs? Je sais pas si ça allait jusque-là dans le côté assez cynique de la préparation de match de Mourinho qui, au-delà de ça, avait quand même des vraies idées sur le jeu et sur la manière dont il fallait jouer pour battre Guardiola. Mais je pense que ça fait partie des choses dont tu as conscience à partir du moment où tu te dis à Pepe va au milieu et empêche-les de jouer. Comme Guardiola, dans la plupart de ses équipes, dit, je sais pas s'il le formule comme ça, mais en gros c'est quand la balle est perdue, essayez de la récupérer tout de suite. Et si vous n'arrivez pas, faites une petite faute quoi. Et c'est une autre forme de cynisme qui est beaucoup moins violente, mais les fautes tactiques de Guardiola à la perte de balle à 70 mètres de ton but, mais parce que tu sais que derrière il y aura un 3 contre 2 pour l'équipe adverse, c'est des choses où je sais pas si explicitement tu dis bah écoute tire-lui le maillot ou autre, mais en tout cas tu donnes les clés à tes joueurs. C'est ce que fait Simone aussi. Simeone. Je pense qu'en gros, il leur fait comprendre un petit peu ce qu'il faut faire. Après, je suis pas sûr que tu expliques à un joueur comment il faut plonger, comment il faut tirer un maillot, etc.
Mais il faut pas oublier qu'un joueur de foot qui a 28 ans, ça fait 20-25 ans qu'il a eu des formateurs, qu'il est dans le jeu, qu'il a eu 1 million de situations de matchs. Il a déjà à peu près vécu toutes les situations. Et je pense qu'à partir du moment où tu lui dis empêche les milieux de terrain de jouer et que tu le remontes à bloc, tu sais à peu près ce qui peut se passer et tu vois un peu que ça va arriver plus sur une notion de duel que sur une notion de beau jeu et d'affrontement balle au sol, quoi. Mais ça a marché quelques matchs. Enfin, le Real se fait éliminer en demi-finale de Ligue des Champions, je crois. Mais sinon, il y a la rivalité commence à vraiment. Et puis le Real est champion la dernière année, dernière année de Guardiola, même s'il n'y a pas une marge énorme, le Real est quand même champion. Et le Real gagne aussi la coupe en prolongation avec Bale qui met un grand pont sur 40 mètres à Marc Bartra en vitesse. À Valence, à Mestalla. Si, c'est ça, Mestalla. Donc, mine de rien, on peut dire que même si le bilan général reste très largement en faveur de Guardiola, Mourinho, qui part en mauvais termes du Real, mais a quand même réussi sa mission en partie dans la mesure où il arrive quand même à briser la série de victoires du Barça en championnat. Et c'est un peu le moment où on perd Mourinho, non, il pète un peu un câble. Là, on le voit à Manchester United, c'est pas fameux dans le jeu. Pourtant, au début de sa carrière à Porto et à Chelsea, il n'avait pas forcément cette réputation-là. Il jouait plutôt bien, ça jouait plutôt offensif, non ? C'est vraiment. Est-ce que c'est Guardiola qui lui a fait complètement perdre la tête ou Je pense que en fait Mourinho s'est construit au début par lui-même sur le côté un peu self-made man. J'ai pas été un grand joueur. J'ai monté les échelons petit à petit et je me retrouve à Chelsea en partant. Je crois qu'il parle de l'Aïra au début, puis ensuite pour faire Porto. Et là, il se dit je suis le special one, machin. Donc là, tu as le côté ascension. Il y en avait plein des entraîneurs comme moi de mon niveau. Et puis moi, j'ai réussi, grâce à mes résultats, à arriver au sommet. Et puis ensuite, c'est vrai que tu as une forme de rivalité avec Guardiola, mais quand ils sont pas dans le même championnat, c'est quand même différent. Et l'opposition stylistique est, je pense, plus circonstancielle que vraiment qu'autre chose. Quand l'Inter n'a pas le ballon contre le Barça, c'est parce que l'Inter ne peut de toute façon pas tenir le ballon contre le Barça. Donc je pense que ça arrange tout le monde, quoi. L'Inter voulait plus jouer en contre et le Barça voulait avoir la balle. Mais l'Inter en championnat était aussi amené malgré tout à dominer face à des petites équipes. Et effectivement, à partir du moment où il arrive en Liga, et notamment après le 5-0, on a l'impression qu'au lieu de se construire comme José Mourinho, il se construit comme une espèce de contre-modèle, de contre-pouvoir. Contre-Guardiola. Et à la fois humainement et anti-Guardiola. Et dans le jeu. Et depuis cette époque-là, moi j'ai l'impression limite qu'il veut se proclamer en espèce d'emblème du football inverse de Guardiola. À l'ancienne. Et que tout ce que Guardiola va faire, lui va chercher à faire le contraire. C'est dans le jeu qu'on ressent ça. Mais même, je sais même pas si c'est forcément par conviction psychologique ou juste parce que ça l'énerve tellement que du coup il veut faire l'inverse et il veut prouver que Guardiola n'a pas raison, quoi. La caricature, c'était le Manchester City, Manchester United là, il y a 2-3 mois je crois, où Manchester United fait que balancer devant pendant tout le match, quoi. Ils finissent par perdre d'ailleurs. Je crois que c'est à United, enfin c'est à Manchester mais à Old Trafford. Et voilà, c'était la caricature de ça, quoi. Mourinho qui sans projet de jeu, juste balancer devant, quoi. La transition est parfaite, Denis, puisque au final on parle que de lui depuis le début de l'interview de manière directe ou indirecte. Guardiola, on va parler de City maintenant, et donc du City de Guardiola. Comme on l'a dit, vous en parlez peu finalement dans le bouquin pour des raisons de délai, de temporalité, tout ça. Vous parlez un peu de la première saison, mais qui est finalement pas la plus intéressante vu ce qu'il fait actuellement. Selon toi, quelles sont les spécificités tactiques du City de Guardiola, pardon. On a notre petite idée sur la question, mais quand même. Il y en a pas mal, ça dépend si on reste dans le côté macro ou micro tactique. Si tu fais du général, alors si tu restes de manière très, très basique, on va être sur le fait que City a la balle 75% du temps et va forcément chercher à construire de partout et à avoir un jeu de position qui était déjà celui qui était déjà plus ou moins le cas à Barcelone, mais qui va forcément être plus abouti que la première saison. Le corollaire de ça, c'est que tu mets de plus en plus de joueurs de ballon sur le terrain et que tu fais redescendre David Silva et Kevin De Bruyne sur limite des rôles de relayeurs
qui du coup te permet d'avoir non pas des meneurs de jeu excentrés, mais des purs ailiers sur les côtés avec Sterling et Sané, qui vont toujours être bien pourvus en ballon. Il y a, même si en ce moment il est blessé, il y a Gabriel Jesus qui est lui un numéro 9, mais un numéro 9 complet par rapport à Agüero. Agüero, c'est plus simple. Enfin, moi j'appelle ça des trous noirs. C'est des gens à qui tu donnes le ballon, mais qui ensuite vont prendre la balle et vont frapper, qui vont pas forcément bonifier le jeu de l'équipe. Alors que Jesus, c'est l'un des meilleurs joueurs pour trouver le troisième homme, c'est-à-dire pour faire vraiment la remise sur le joueur qui arrive lancé après la première passe. Donc déjà, tu as des joueurs de ballon partout sur le terrain. Et si tu rentres vraiment sur le détail de l'un des changements, c'est le fait que bon là Delph s'est blessé, maintenant c'est Zinchenko, mais que tu as un latéral gauche qui est en fait ce qu'on peut appeler une espèce de faux latéral avec t'as Walker qui est un pur latéral côté droit, mais qui va surtout être là pour couvrir, pour défendre, parce qu'il va très très vite, donc il va pas forcément déborder, il va juste occuper le couloir pour pouvoir un petit peu gérer la largeur. C'est ce que m'expliquait Denis avant l'interview. Il m'expliquait le changement de tactique de Guardiola du fait notamment de la blessure de Benjamin Mendy. Il jouait avec des ailiers des latéraux qui étaient extrêmement offensifs, et il est passé à quelque chose de plus cadré en fait. Au niveau du travail des latéraux, quand Delph a pris la position soutien au milieu, quand Delph prend la position de Mendy, en fait, dans Football Manager, c'était un latéral intérieur. En fait, il jouait quasiment milieu de terrain, relayeur pour couvrir un peu les montées de Silva. Mais du coup, là, quand Benjamin Mendy va revenir, est-ce qu'on peut s'attendre à un changement dans la manière de jouer? Est-ce qu'on va retourner à un projet de jeu basé sur des latéraux très très offensifs et du coup Sterling et Sané un peu moins excentrés, ou est-ce que ça devrait rester pareil? Pour moi, c'est une vraie interrogation, parce que City joue beaucoup mieux avec un latéral qui est en fait un milieu qui propose une solution de plus de passe, et qui n'occupe son couloir que sur phase défensive et les rares phases défensives quand l'adversaire est en possession du ballon. Donc limite, t'as pas vraiment besoin d'un pur latéral. Le problème, c'est que Mendy a été acheté cher. Deuxièmement, objectivement, c'est un bien meilleur footballeur que les Fabian Delph ou que les Zinchenko, qui occupe actuellement le poste et qui est lui un numéro 10. Lui, pour le coup, c'est même pas un milieu. C'est même pas un relayeur, c'est un pur meneur de jeu de formation, donc qui est vraiment complètement délocalisé pour le coup. Et qui est pas mauvais, mais qui ne sait absolument pas défendre, clairement. Sur les derniers buts pris par City, c'est parce qu'il a absolument aucun réflexe défensif sur le fait de couvrir le joueur qui va partir dans son dos, etc. Parce que c'est un numéro 10 et qu'il a absolument pas il est pas sur la gestion de la profondeur dans son propre camp. Pour moi, la meilleure solution serait... Bon, là, il y a Sané qui s'est blessé, donc aussi, ça dépend. Pour 3 mois, 2 mois les dernières nouvelles, apparemment, c'était 2 mois, mais dans tous les cas, ça complique un petit peu la fin de saison. Clairement. Est-ce que tu changes... Il y a 2 possibilités pour moi. C'est soit tu peux former plus ou moins Mendy à faire comme Delph, à savoir à jouer à l'intérieur. Donc, ce qui serait pas exploiter ses qualités du moment, mais qui du coup pourrait en révéler d'autres. Soit si Sané est blessé, du coup tu perds un pur ailier de débordement, et tu peux par exemple mettre Zinchenko qui lui serait un meneur de jeu excentré, recentrer Zinchenko, et là à ce moment-là avoir Mendy qui ferait des débordements. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un latéral qui joue intérieur et un ailier qui joue extérieur, t'aurais ton ailier qui va vers l'intérieur. Mais sachant que t'as déjà ça fait déjà du Silva, monde au milieu, David Silva et De Bruyne au milieu, tu seras un peu en... Oui, c'est toujours la gestion des zones. Mais alors quel intérêt il a Guardiola à mettre Zinchenko à ce poste-là? Parce qu'il a que ça. Alors il y a bien il y a Danilo qui peut jouer. Danilo peut jouer à gauche. Il a pas mal joué à gauche. Le dernier match, il a fait jouer Danilo et Walker à gauche. Je pense qu'il fait jouer la plupart du temps. Il fait jouer Danilo à gauche. Mais Danilo est un latéral droit qui est latéral droit. C'est pas un très grand latéral droit. Il est pas si fou que ça. C'est un contre-attaquant. C'est pas. C'est étonnant d'ailleurs qu'il l'ait recruté. Vu la saison qu'il fait au Real. C'est comme le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est étonnant qu'il l'ait recruté de base parce qu'il a pas été exceptionnel. J'avoue que j'ai vraiment pas compris ce recrutement. Du coup, pour doubler Walker, c'était. T'as l'impression d'avoir pris le même en moins bien et pour un prix quand même assez élevé, alors qu'il y a peut-être d'autres choses à faire ou carrément ne pas prendre du tout. Limite Aurier aurait été. Mais Zinchenko, c'est un peu faute de mieux, quoi. Après, je pense que Guardiola. Sur un peu tous les témoignages qu'on a, etc., il y a vraiment le fait qu'il repère les potentiels, à la fois le potentiel d'un joueur sur le plan technique, mais aussi son investissement, et c'est notamment pour ça que Nolito, qui était à City l'an dernier, a assez vite été écarté.
c'est que Nolito est un peu dilettante et il n'est pas forcément totalement à fond dans le football. Il aime bien profiter de la vie sans forcément sortir tous les soirs. Mais pour suivre Guardiola, qui est un malade mental de football, il faut être capable de parler tout le temps de foot et de montrer qu'on veut vraiment vivre pour le foot. Et à mon avis, il a dû voir en Zinchenko à la fois un joueur qui a des qualités techniques et qui a du ballon, mais qui aussi est à même de supporter la charge de travail et de comprendre et de faire tout ce qu'il faut pour devenir un très bon latéral gauche. Et on l'a vu avec d'autres joueurs, avec Boateng qui était surtout un mec physique, qui est devenu un super relanceur. Là, Otamendi est en train de devenir aussi lui un très bon relanceur. Donc à partir du moment où tu es capable de suivre Guardiola les yeux fermés et de l'emmener sur le chemin où il veut t'emmener, tu peux devenir un super footballeur. Et je pense qu'il a vu ça en Zinchenko aussi par la force des choses, parce qu'il a pas 15 000 solutions, mais il sait ce qu'il fait, quoi. Généralement il y a très très peu de joueurs qu'il a délocalisés où tu t'es dit mince, ça n'a aucun sens. Tu vois vraiment pourquoi il le fait aussi. Le recrutement de Laporte là, c'est pour faire quoi? C'est pour l'installer sur la durée à partir de la saison prochaine, ou c'est pour prendre directement la place de John Stones ou de Otamendi pour la fin de la saison? Je pense que déjà il y a un aspect concurrence qui naît du fait que Kompany est tout le temps blessé. Ouais. Il fait pas confiance à Mangala en fait. Pourtant Mangala sur ses rentrées est pas forcément disons Mangala mauvais, quoi, alors que sur l'aspect relance etc on aurait pensé qu'il était pas très bon, et sur les différentes rentrées quand il joue il est pas forcément, disons il donne le change, mais c'est vraiment pas sécurité sociale, et surtout tu vois pas vraiment de réelle progression sur certains types de passes qu'il est forcément amené à effectuer, notamment sous pression. Et je pense qu'il a compris que Mangala avait plus ou moins atteint son seuil et son potentiel maximum au niveau technique, relance, etc. En plus, c'est pas un choix de Guardiola, Mangala, il fait avec lui faute de mieux. Kompany, alors je vais pas dire qu'il est en clash, mais j'ai l'impression que Guardiola ne sent pas forcément Kompany prêt à se faire mal et à aller au-delà de la blessure. Il avait un peu critiqué le fait que Kompany sorte la fois dernière, pour ce qui Guardiola était plus une douleur qu'une réelle blessure. Et Kompany n'est plus tout jeune. Je crois qu'il doit 30-31 ans, mais son corps doit en avoir plus 36 ou 37. Donc, ça fait plusieurs années qu'il se bat avec les blessures. Là, Guardiola est un peu sur l'idée, faut que j'ai une équipe qui, dans les 3 prochaines années, puisse gagner la Ligue des Champions. Et pour ça, j'ai besoin de 3 défenseurs centraux de très très bon niveau. Otamendi a peut-être 2-3 ans devant lui, mais guère plus. Tandis que si tu commences à installer Laporte un petit peu, tu lui laisses 6 mois pour qu'il commence à comprendre les principes, etc. L'an prochain, tu peux avoir 3 défenseurs centraux parmi les meilleurs du monde. Et tu peux, en cas de blessure, tu peux être serein. Parce que là, c'est toujours pareil, s'il n'y a pas de blessure, on se dit, il y a un joueur en trop, c'est pas pertinent d'acheter Laporte à ce prix-là. Mais si tu as une blessure et que tu es amené à faire rentrer Kompany, mais que Kompany n'est pas forcément apte, ou que tu es amené à faire rentrer Mangala, ça peut assez vite se voir que Mangala n'est pas au niveau des 2 autres par rapport à ce que demande Guardiola. C'est vrai. Alors, vous en parlez un peu dans le livre du fait du passage de Guardiola au Bayern. Son vrai défi maintenant, c'est de battre les équipes de Jürgen Klopp, qu'il a beaucoup de mal à battre. Et on l'a vu dernièrement contre Liverpool, où ils perdent 4-3, un match assez fou. Comment dire qu'est-ce qui fait que les équipes de Jürgen Klopp soient beaucoup plus difficiles à battre pour Guardiola? Pour moi, c'est une question de tempo, de rythme, et on le voit notamment sur ce match-là. City aime bien, mais comme le Bayern avant et comme le Barça avant, aime bien gérer le tempo, et c'est pas tout le temps à fond, c'est-à-dire il y a des accélérations, mais c'est un petit peu lancinant, on fait tourner la balle, et puis hop, d'un coup, on va faire une passe tranchante. Mais au final, on a l'impression que parfois les équipes de Guardiola, elles gardent leur force, elles gardent leur énergie pour pouvoir limite se dépenser plus pour le récupérer, pour faire vraiment des courses à haute intensité au pressing. Mais sinon, quand il y a le ballon, on calme le jeu, on temporise, c'est ce que disait Xavi, on reprend nos forces, et puis ensuite on donne la balle à Messi qui va essayer d'exploser, ou on cherche nous la passe tranchante. Et les équipes de club sont préparées physiquement de manière supérieure. C'est les équipes quasiment les plus intenses
qui est en Europe dans le foot actuellement. Et on le voit là sur le match, quand City prend l'eau, ça dure 5-6 minutes, Liverpool enchaîne les buts. Ça. Pourquoi ? Parce que Liverpool, une fois qu'ils mettent le pied sur l'accélérateur, ça baisse vraiment pas du tout de tempo. Et City essaye de calmer le jeu, sauf que les équipes de Klopp sont sur une lancée, sur une dynamique folle, et elles vont aller encore plus fort au pressing, elles vont vraiment te mettre sous pression. Et si toi, tu as un petit peu de panique et que tu n'es plus dans le contrôle habituel, bah, tu vas un petit peu te précipiter sur la passe. Et les buts, c'est des relances ratées, etc. C'est ça. Même après un but, il y a Mané qui récupère un ballon, qui met sur le poteau. C'était impressionnant ce match. Tu n'arrives pas à contrôler le tempo. Et c'est amusant. Alors, c'est pas forcément une équipe qui est réputée pour ça. Mais Barcelone avait souvent ce problème-là contre la Real Sociedad à l'époque de Guardiola. Quasiment à chaque fois que la Real, qui était menée 2-0, revenait à 2-1, bah, tout le monde se lançait vers l'avant et tu as l'impression que les Barcelonais paniquaient, mais parce que finalement il n'y a quasiment aucune équipe du monde et aucun joueur qui, quand l'adversaire est en feu et que tout le monde part au pressing de manière coordonnée mais presque désordonnée parce que c'est presque trop, bah, tu peux, même en étant super sûr techniquement, tu peux rater une passe et puis ensuite il y a 4 joueurs, 5 joueurs qui arrivent et c'est une vague qui déferle. Et tu prends 2-3 buts en quelques minutes. Pourquoi ? Parce que l'adversaire a un moment d'euphorie et que tu n'arrives pas à le calmer, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est très spécifique au Liverpool qu'on connaît, ou est-ce qu'il y a de quoi retenir des failles de City pour les éventuelles équipes qui vont la jouer en Ligue des Champions ? Ou est-ce que toutes les équipes ne peuvent pas faire ce que font les joueurs de Klopp ? Je pense que c'est une faille inhérente à City parce que d'autres équipes, quand elles voient l'adversaire pressé comme ça, bah, qu'est-ce qu'elles font ? Elles balancent la balle en 6 mètres à l'autre bout du terrain et puis on se replace, on se remet en bloc et puis on calme un petit peu l'euphorie. Et la plupart des équipes ne prendraient pas autant la marée que City parce que City veut continuer à jouer malgré ça, malgré une pression qui est intense. Donc City aura toujours cette lacune-là, mais c'est un problème des équipes de Guardiola parce qu'elles veulent toujours jouer et avoir le contrôle du ballon. Maintenant, je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup d'équipes qui puissent faire ce que font les équipes de Klopp parce que ça s'improvise pas, quoi. Un pressing mal ordonné, bah, si tu as 4-5 joueurs qui montent sur le porteur de balle et s'ils sont éliminés en 2 passes, et bah ensuite derrière tu as des boulevards ouverts et tu as des 5 contre 5 à jouer sur demi-terrain avec du champ pour tes milieux, avec du champ pour De Bruyne et Silva, donc c'est contre-productif. Et en coupe, il y a notamment Bristol qui a un moment essayé de presser et qui s'est mangé un contre direct parce que la première ligne est éliminée et derrière t'as plus de milieu de terrain, donc c'est risqué. Il faut pouvoir le faire à la fois physiquement et à la fois donc le faire de manière pertinente. Il y a quelques équipes qui sont capables de le faire. Je pense que le Real peut être capable de le faire par exemple, mais personne au niveau du Liverpool de Klopp, parce que Liverpool le fait à tous les matchs, quoi, tout simplement. C'est juste que les adversaires, quand c'est des petites équipes, ne vont pas chercher à relancer, vont rendre le ballon et donc du coup c'est pas pertinent parce que ça marche pas, quoi. D'ailleurs, c'est ton pote Julien Maumont qui a partagé sur Twitter je sais pas si c'est lui qui l'a faite, mais une très belle analyse tactique du pressing de Liverpool sur City. Oui. Et ça, tu vois que c'est vraiment travaillé et que limite c'est travaillé depuis des mois pour affronter le City de Guardiola, quoi. Il y a vraiment très peu d'entraîneurs qui sont aussi extrêmes que Klopp là-dessus. Il y avait notamment Roger Schmidt qu'on avait eu le premier Leverkusen, qui était à Leverkusen et qui, surtout pour moi, au Red Bull Salzbourg, qui faisait des pressings totalement incroyables partout sur le terrain, mais c'était dans un championnat moins relevé et c'est pas, il n'y a plus de Roger Schmidt en Ligue des Champions. Alors pour conclure cette interview, moi en tant que supporter parisien, je me devais de te parler un peu de la confrontation qui arrive entre le Real et le PSG. On rappelle, le match aller se jouera le 14 février. Moi je dors plus depuis... Non, je rigole. Ça va, je dors, mais j'y pense beaucoup. C'est dans 15 jours. Hein. Ouais, là ça commence à arriver. Va falloir qu'on se mette en mode... oui, donc à moins d'un mois de la confrontation entre le Real et le PSG, quelle clé tactique tu vois à ce match selon toi, sur quoi le match va se jouer, et puis après on verra, on pourra peut-être parler un peu de ce que fait Emery tactiquement avec le PSG. Alors c'est intéressant parce que chaque équipe a ses forces, a ses faiblesses, et il n'y a pas d'équipe où tous les joueurs seraient, par exemple sur 100, où ça serait que des 80 sur 100, quoi. À Paris, tu as des 95, 98 que sont Neymar et Mbappé, mais tu as aussi un Kurzawa qui est à 60, quoi. Et c'est dur. Disons, tu as il y a Nacho au Real. Mais c'est ça, mais au Real, par exemple, il y a Casemiro qui fait une saison absolument catastrophique, alors que l'an dernier, il était énorme.
Et là, même sur le dernier match de Real qui gagnait 4-1 face à Valence, Casemiro a pris la marée au milieu de terrain pendant tout le match. Et ce 4-1 est ultra bien payé parce que tu as 2 pénaltys. Ensuite, C'est sur la fin de match, ça se débride complètement. Ensuite, Valence revient à 2-1, à 50 occasions de faire 2 partout et se découvre et prend 2 contre en fin de match. Mais et une action incroyable de Marcelo. Voilà, qui fait une 2 avec Asensio, je crois. Mais je veux dire, si c'est Paris en face, je pense très bien que ça peut très bien faire 3-0 ou 4-1 pour Paris, quoi. C'est-à-dire, les deux équipes ont leurs failles. Et c'est. En fait, tu peux identifier plein de points clés. Tu peux identifier la bataille du milieu de terrain parce que Paris a quand même ses difficultés au milieu de terrain. C'est la grosse interrogation à Paris. T'as des problèmes de sentinelle, mais du coup, le Real a sa sentinelle, mais sa sentinelle n'est pas bonne. On a plus de problème, on a la Sanadera. Tu peux avoir le duel entre Bale et Kurzawa où tu dis ça sent pas bon. C'est Fred Hermel sur Twitter. Je sais plus, Riolo qui a un énième tweet. De killer sur Kurzawa et Fred Hermel qui lui a répondu en retweetant Bale va très bien, merci. C'est vrai que Bale est en ce moment le joueur le plus en forme côté Madrid. De l'autre côté, tu as Marcelo qui est intermittent, qui en ce moment est très bien mais qui n'était pas au top il y a 3 mois. La charnière, Ramos fait vraiment pas une bonne saison, Nacho était vraiment pas mal et là sur le dernier match il n'a pas été bon. Donc il y a vraiment beaucoup d'incertitudes. Je pense que malgré tout, si on est sur un pronostic, en tout cas sur des tendances, le seul vrai argument qui ferait du Real un favori, c'est si tu prends l'historique. C'est si tu te dis le Real l'a déjà fait, c'est se retrouver dans les grands rendez-vous. Ils ont gagné les 2 dernières Ligues des Champions avec un effectif qui n'a pas bougé sur le 11 titulaire ou quasiment pas. Et qu'on croit dans la théorie du travail de Pintus physique, au niveau physique, ils seront prêts, voilà, que tout ça est très réglé. Mais pour moi, on est dans la même situation qu'avant le match face à Barcelone l'an dernier, où Barcelone était pareil dans le trou, et on se disait oui, mais c'est Barcelone, donc il faut quand même se méfier. Mais objectivement, Paris était au-dessus de Barcelone avant le match l'an dernier, et là, objectivement, Paris est au-dessus du Real cette année. Et l'année dernière, sur le match contre Barcelone, tu as les deux côtés de la médaille. Tu as le match aller, où effectivement, tu as le respect de la dynamique et des forces en présence, où Paris domine largement et mérite largement une victoire nette contre Barcelone. Barcelone qui joue comme Barcelone jouait en championnat, donc tu as les mêmes lacunes, et en fait, cette équipe-là, tu te rends compte qu'elle se retrouve pas du tout en Ligue des Champions ou pas, elle a les mêmes lacunes, et Paris impose logiquement sa domination. Et derrière, tu as le match retour. Et le match retour, ça change complètement. Et tu dis, ah bah non, finalement, il fallait pas enterrer cette équipe-là parce que Messi reste Messi, Neymar reste Neymar. Et tout est lié à l'aspect psychologique. Le PSG au parc n'a rien à voir avec. Cette équipe a un vrai problème avec le fait de jouer à l'extérieur, des matchs importants. C'est ça, justement. Et si on voit la différence, pareil, cette année, entre le match au Bayern, parc contre le Bayern et à l'Allianz Arena, c'est pas du tout la même équipe. Là, la différence, du coup, c'est que le PSG joue le match aller à Madrid. Est-ce que, si tu étais Emery, comment tu l'envisagerais? Est-ce que le PSG doit s'attendre à ce que le Real lui mette le feu dès le début de match? Comment envisager le match, quoi? Je suis pas persuadé. Honnêtement, je pense que le Real va plus laisser le ballon au PSG, ou en tout cas, s'il a le ballon, aura pas le ballon à 30 mètres du but parisien, mais plus au milieu de terrain avec Casemiro qui donne un cross à Modric, mais à 40-50 mètres du but adverse, sans forcément se livrer. Parce que si tu te livres et si tu as Marcelo qui se projette trop, derrière ça peut partir très très vite dans son dos. Ce sera pas la pression que le PSG a pu avoir contre Lyon, ce sera pas pareil, quoi. Moi je vois pas ça comme ça parce que je pense que le Real se méfie trop de la vitesse des joueurs parisiens. C'est sûr. Après la grosse question, tu en as un peu parlé, c'est le milieu de terrain. On l'a entrevu à Lyon justement, le milieu de terrain actuel qui est très mobile, très technique, très porté vers l'offensive. Moi j'ai un peu peur quand même qu'il se fasse marcher dessus face à Casemiro notamment. Lo Celso, Rabiot, Verratti, c'est un peu freluqué par moment. Casemiro c'est la clé parce que c'est pas tout à fait pareil, mais dans les grandes lignes, Rabiot, Modric, Verratti, Kroos, t'as des différences un peu physiques, etc. Mais ça reste quand même à peu près le même profil de joueur. C'est le troisième homme du milieu de terrain qui diffère complètement, où Paris n'a pas de Casemiro, qui sur le profil est plus un casseur, quoi. Ça reste assez proche du Makelele de l'époque Real, qui est un pur récupérateur, qui est là uniquement pour soulager les deux autres.
pour couvrir toute la zone à 40 mètres de son but et qui ensuite va pas chercher à construire quoi que ce soit, va vite donner le ballon aux deux autres pour que ces deux autres la construisent. Et ça, Paris n'a pas ce joueur-là. Donc ça peut être un avantage si justement ton troisième homme très joueur te permet d'avoir la maîtrise du ballon. Mais si tu as des attaques à couper, c'est vrai que si tu as Bale qui part du milieu, qui ensuite va partir vers l'aile, qui pour l'arrêter C'est vrai que si Casemiro est au top, tu peux souffrir là-dessus. Si c'est le Casemiro du moment, je pense qu'un milieu avec 3 joueurs techniques te permettra d'avoir le pied sur le ballon et de dominer dans l'entrejeu. Cavani peut être le joueur qui peut faire chier Casemiro aussi en redescendant beaucoup. Ça lui demandera beaucoup d'efforts, quoi. Moi j'aurais une question, j'ai mis le livre sur la table, voilà, comme ça un peu en random, que j'ai lu récemment sur Emery, la biographie là, de Romain Molina, qui est très intéressante d'ailleurs. Il parle dedans d'une des spécificités tactiques qu'Emery a mis en place à Valence, à Séville. Ça porte un nom en espagnol, mais en gros c'est le fait de mettre 2 joueurs au milieu de terrain très défensifs. Double pivoté. Oui, c'est exactement ça, le double pivoté, avec un joueur plus haut, une pointe haute au milieu. Pourquoi Emery n'a jamais mis ça en place au PSG ? Sachant notamment la première saison qu'il avait Krikoviak, qui apparemment il voulait pas, c'est pas lui qui l'aurait demandé, mais bon, il l'avait quand même. Sachant qu'il avait toutes les clés tactiques pour remettre ce schéma de jeu en place. Pourquoi finalement, même cette année, on reste dans un 4-3-3 assez figé ? Pour moi, il y a deux explications. La première, c'est que Krikoviak, ça marche bien à Séville dans le double pivot, mais dès que tu arrives sur un niveau au-dessus, tu peux pas faire pareil parce que Emery, malgré tout, ça reste un entraîneur qui a des vraies convictions tactiques, mais dont les équipes étaient souvent outsiders, qui en tout cas n'étaient jamais les meilleurs de leur division. Et même Séville, quand Séville gagne ses Ligues Europa, c'était des matchs entre 45, 50, parfois 55% de possession. Mais c'était pas une équipe qui construisait, et Krikoviak était surtout là pour arrêter le meilleur élément adverse. Et c'est une configuration que t'as pas à Paris, parce que les adversaires en Ligue 1 ne vont pas construire. Et du coup, Krikoviak a rarement un milieu de terrain offensif à arrêter dans la zone adverse. Donc c'est vrai que c'est une composition d'équipe, et le double pivot, pour moi, c'est plus pertinent si chaque semaine, si par exemple Paris évoluait en Liga, ou si chaque semaine tu jouais des matchs dans une espèce de Ligue des Champions fermée où tu avais à affronter le Bayern, le Real, etc. Là, effectivement, sur la durée, ça serait pertinent, mais si tu joues là cette année contre le Nantes de Ranieri, à quoi sert un double pivot ? Et pour moi, c'était l'un des problèmes effectivement de la première saison de Emery à Paris. C'est qu'en fait, les fois où il a voulu densifier son milieu de terrain, tu perdais, t'avais personne à arrêter en fait, et tu perdais en créativité en attaque. Et au final, ça manquait de poids offensif. Et là, il a fait le choix inverse de limite se projeter uniquement vers l'attaque, qui peut lui jouer des tours, parce que du coup, il peut manquer de stabilité défensive sur le milieu de terrain en Ligue des Champions. Mais c'est l'un des problèmes que tu as, qui le niveau et l'adversité n'est pas du tout la même en Ligue 1 et en Ligue des Champions, et que c'est compliqué d'installer un double pivot en Ligue des Champions, alors qu'en Ligue 1, tu as besoin limite de plein de milieux offensifs, quoi. Un peu compensé ce choix pour l'attaque, un peu compensé par le fait que il y a quand même cette pointe en numéro 6 qui peut se projeter vers l'avant, mais qui quand même est censé rester là. Oui, et puis que tu as un numéro 9 travailleur qui, même si tu as 2 ailiers qui peuvent un peu se préserver, comme le faisait Messi à Barcelone, où Neymar et Mbappé vont pas forcément faire les efforts défensifs. Tu as quand même Cavani qui va un petit peu compenser, qui peut embêter soit la défense centrale, soit le numéro 6 sur le positionnement. Effectivement, heureusement que lui est prêt à faire cet abattage-là. Mais je pense que Emery est pragmatique sur le côté qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner. Et déjà, sa première mission, même si l'objectif c'est de gagner la Ligue des Champions, c'est d'abord de gagner la Ligue 1. Chose qu'il n'a pas réussi l'an dernier, ce qui est circonstanciel parce que Monaco a explosé le total de points, et que n'importe quelle autre saison tu aurais été champion avec ce parcours-là, c'était en sur-régime, avec 17 victoires et 2 nuls sur la phase retour, voilà, quelque chose de totalement fou pour Monaco. Mais pour moi, le système en place c'est le meilleur pour gagner la Ligue 1, même si ça peut te réduire effectivement tes chances de gagner la Ligue des Champions. Du coup, en Ligue des Champions, là, pour le match du Real, tu t'attends à quel milieu ? Parce qu'on voit beaucoup Lo Celso jouer en ce moment, un peu moins Draxler. Est-ce que tu t'attends justement à ce qu'ils mettent Lo Celso aux côtés de Rabiot et Verratti, ou un retour de Draxler Tu crois pas du tout à la titularisation de Lassana Diarra ? Non, j'y crois pas, honnêtement.
Un, parce qu'il y a des interrogations sur son niveau réel actuellement, et deuxièmement, parce qu'il a même pas énormément de jeu derrière lui. Il est dans le groupe là, contre pour Ouais. Rennes Pour demain. Rennes. Rennes demain. Ce je crois. soir Ce soir Non, attends. Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Non, c'est Monaco. Ce Ça n'a soir. pas d'importance. Non, mais là, les deux matchs sont en même temps, il me semble. Non, il y en a un ce soir et un Bah demain. alors, ça doit être Paris ce soir. Je vais te dire À ça. voir. Puisqu'il joue samedi à 17h contre Lille. Mais en plus, tu vois, il a pas eu beaucoup de rythme parce qu'il était aux Émirats, je crois. Mais Ouais, même il là-bas, a il joué jouait 5 pas matchs. trop parce que son club était au mondial des clubs et lui, il n'a même pas joué ce match-là. Donc, Mm. on peut même pas dire que. Tu vois, t'as des gars, même s'ils sont dans un petit niveau de compétition, ils gardent quand même le rythme, ils font quand même les efforts. Ouais, lui, c'est sûr. Là, que... on sait pas du tout. Je veux dire, même s'il fait une super performance là et qu'il est amené à jouer, moi, j'irais plus sur un Draxler que Ouais. Locenzo, qui me semble un peu light pour ce type de match. T'as quand même Draxler. Surtout au poste de sentinelle. Ouais. Parce que sinon, c'est un super joueur. Hein. Ah oui, mais pour moi, c'est un super joueur, mais Il n'a pas encore la référence Ligue des Champions à la pour fois le dans moment. le ouais, et puis donc du coup je mettrais Draxler plus haut, et au-delà du niveau réel de Draxler, t'as le côté j'ai gagné la Coupe des Confédérations en étant meilleur joueur, il me semble, Capitaine aussi. capitaine, donc Il y a une garantie technique. garantie, et puis tu l'as fait venir pour ça aussi. Ouais. T'auras tout le loisir de mettre Lo Celso au match retour si tu vois que ça se passe pas bien, si t'as mis un Rabiot en 6, mais moi je serais plus sur Draxler, qui en plus peut faire mal dans la zone de Casemiro si t'as le ballon, si t'as des occasions de jouer des transitions, et que Neymar et Mbappé sont vachement écartés sur les côtés et du coup mobilisent les latéraux, bah t'as une zone à exploiter entre la défense centrale et le numéro 6, et si Draxler peut aller une occuper capacité ça, de projection ça peut, plus importante, ouais. ça peut faire la différence, ouais. Très intéressant. Ok, dernière question, Vicotte, est-ce que tu veux la poser Non, ou- vas-y, je te laisse. C'est la tienne. Vous parlez un peu dans le bouquin de Julian Nagelsmann, l'entraîneur Oui. d'Hoffenheim, qui est genre je crois l'un des plus jeunes entraîneurs en Bundesliga, même en Europe. Ouais, Là, il y a un coach belge qui a eu 25 ans là, en D1, Ah ouais en D2 belge. Ah, pas mal. Mais Récemment, il y a aussi eu un entraîneur, il y a un nouvel entraîneur à Schalke 04 qui qui a est 32, 32 aussi, Tedesco, vachement ouais. jeune, Tedesco. Mais c'est vrai Ouais. que Et ça marche Nagels- bien en plus. Ouais, ça marche bien. Et du coup, quel entraîneur, je suis pas sûr que nos auditeurs connaissent ces deux entraîneurs. Est-ce que t'en as un qui ressortirait du lot, qu'on connaît pas encore bien aujourd'hui, un peu jeune, qui serait peut-être l'entraîneur révolutionnaire de la prochaine décennie? C'est vraiment difficile à dire sur les jeunes, parce que j'en vois pas qui est vraiment de philosophie ultra radicale. Là, pour moi, les philosophies les plus radicales, c'est Hasenhüttl à Leipzig, mais qui a déjà la cinquantaine, Ouais. avec un jeu ultra vertical, avec une prise de risque totale. On l'a vu contre Monaco. On l'a vu contre Monaco, parfois même dans la caricature, où ça tentait beaucoup. Il y a Quique Sétienne au Betis Séville, mais qui lui, pareil, doit avoir la cinquantaine, qui lui veut tout relancer tout le temps, qui fait un peu du Guardiola, mais avec des joueurs bien moins bons. Ouais. Et encore là, sur le match d'hier, où il jouait contre la Real, je crois. Contre la Real Sociedad. Je ne sais plus. Non, pas contre la Real. Enfin bref, peu importe. Non, c'était contre le Celta Vigo, où ça cherchait constamment à relancer, et où tu as un moment une passe du gardien pour un défenseur qui est sous pression, le défenseur perd la balle et but en 3 secondes, quoi, but de Aspas. Donc c'est le Betis qui doit avoir l'équipe qui a le plus gros taux de buts marqués et encaissés par match, quoi. À chaque fois que tu les vois, il y a 4-3, 5-2. Ouais, le derby contre Séville, là, Ouais. c'est incroyable. Ou- Mais qui voilà. gagne à la fin, ouais. Mais voilà, mais là, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Ça a des avantages parce que tu cherches constamment à attaquer, mais du coup, tu te découvres souvent et tu prends énormément de risques. Mais pareil, il faut, est-ce que, il est plus jeune, et 2, est-ce qu'il aura les moyens de ses ambitions? Est-ce que un président sera assez fou pour lui confier les clés d'un camion, genre à Barcelone ou autre? Ça me semble compliqué, surtout que des très grands clubs où tu peux être révolutionnaire et vraiment impacter les gens en gagnant des titres, il n'y en a pas non plus 15 000, quoi. Ouais. Il y en a de moins en moins là, avec la concentration des moyens financiers, c'est un petit peu compliqué. Donc Nagelsmann par exemple est un bon coach qui Il va peut-être se retrouver à Dortmund peut l'année se retrouver à prochaine. Dortmund, ou voir au Bayern. Voir au Bayern. Le Il Bayern était coach des jeunes au Bayern, si je me trompe pas. je crois qu'en fait le Bayern voulait Coacher des le mecs prendre. plus- Voilà, c'est ça. Il voulait le prendre comme le jeune. Comme genre entraîneur. coach des jeunes et entraîneur adjoint, en lui promettant le poste sous 2 ou 3 ans. C'est ça, ouais. Et que Hoffenheim a senti ça, et du coup Hoffenheim lui a proposé tout de suite le poste de l'équipe première pour
pour l'avoir tout de suite parce que c'est quelqu'un qui dès ses 24-25 ans gagnait tout avec ses Ouais. équipes de jeunes. Ancien joueur qui s'était blessé gravement et qui avait dû arrêter. Et tu vois, Nagelsmann, il a des idées, mais c'est pas des idées radicales dans le sens où il pioche à droite à gauche, il fait du pressing, etc. Ouais. Mais c'est pas, t'as pas une école, t'as pas un courant Nagelsmann, quoi. C'est, Ouais. Le week-end dernier, il se fait éclater par le Bayern, même s'il gagne 2-0, je crois, en c'est début ça, de match. moi j'ai regardé le début de match. Ils mettent Ça 2 buts presse en 15 beaucoup, minutes. Ça presse beaucoup, ça tente sa chance, ça essaie de couper les lignes de passe du Bayern. Il y a 2-0. Et puis ensuite, ça tient pas, 5-2, je crois, la au final. distance, 5-2. En plus, le Bayern qui a forcément un effectif surdimensionné par rapport Ouais. aux adversaires en Bundesliga. Donc, faut attendre de voir. Je sais pas si est-ce qu'il y aura encore des révolutionnaires tels qu'on les envisageait. C'est un peu la fin de votre bouquin. Ouais, c'est ça. Il y a tellement. On peut voir tellement de foot, et deuxièmement, on a déjà fait tellement de choses. C'est difficile d'imaginer des nouvelles façons de jouer. Et là, la grosse révolution, Les par exemple, de cette révolutionnaires sont année- là pour ça. Ils vont nous surprendre. Mais c'est vrai, mais tu vois là, la grosse révolution, et c'est vrai que c'est fou, mais c'est de mettre un milieu offensif en latéral gauche qui joue, qui va repiquer, qui va occuper une zone centrale du terrain. Mais ça reste quelque chose à la marge. C'est pas quelque chose qui va faire école. Ouais. Faut le profil, faut l'idée, faut tout un système de jeu qui puisse te permettre de faire ça. Alors qu'à l'époque, le catenaccio, c'est une manière totalement radicale de jouer. Pareil, le football total. Là, on a déjà fait quand même beaucoup de choses. Ça me paraît difficile de dire, tiens, on va jouer par exemple on va tenter avec 8 joueurs côté droit et 0 côté gauche. Tu vois, faut être rationnel au bout d'un moment. Faut En tout faire cas, des tests sur Football Manager. On parlait de Nagelsmann. Je sais pas si tu connais, j'ai vu un documentaire. Je me rappelle plus du tout du nom et je saurais pas du tout resituer, mais sur Netflix, il y a un documentaire qui parle du foot allemand et des entraîneurs, de certains entraîneurs allemands dans des divisions à des niveaux différents. Mais voilà, on rentrait un peu au cœur du travail de certains entraîneurs allemands et je pense qu'on se rend pas assez compte en France du travail tactique qui est fait en Allemagne. C'est un football en fait qui est plus avancé à mon avis, en plus dans les divisions inférieures que le foot français. Il y a un vrai travail des entraîneurs. On suivait en fait le parcours de certains entraîneurs. Tu l'as vu aussi, ce documentaire ? J'ai vu un bout de ce reportage. Et je sais pas, tu dois connaître bien plus que nous le foot allemand, mais c'est vrai qu'on n'en parle quasiment pas en France du foot allemand et je pense que on gagnera à le connaître un peu plus. En fait, le gros problème du football allemand, c'est que le Bayern est tellement au-dessus que c'est pas très intéressant, quoi. Moi, j'aime bien regarder le samedi après-midi à 15h, à 15h30 les matchs de Bundesliga, par exemple. Là, donc, je regardais le début d'Hoffenheim-Bayern et tu te dis, peu importe ce que Hoffenheim va bien faire, la différence est tellement incroyable qu'au final, il y a 5-2. Et si ça se trouve, Nagelsmann avait raison et avait mis en place un truc beaucoup plus poussé, beaucoup plus intelligent qu'Heinkes, mais au final, la différence de niveau est beaucoup trop grande. Donc, c'est en plus, les matchs de Bundesliga, t'en as 5 ou 6 en simultané le samedi après-midi. Donc, en plus, tu ne sais même pas étaler, tu peux même pas en voir beaucoup. C'est quoi. galère. C'est un petit peu compliqué là-dessus. Mais c'est vrai que c'est l'une des écoles où tu as le plus d'idées, où ça tente le plus. Et où les présidents prennent le plus de risques, tu vois. Ça va chercher des entraîneurs en deuxième, en troisième division, qui ont 30 ans, qui ont plein d'idées, et ça marche, quoi. Là, t'as Schalke qui est troisième du classement. Ils se tiennent, de toute façon, il y a 6 équipes qui se tiennent en 2 points. Leverkusen qui, pareil, a pris un entraîneur qui a la trentaine. Nagelsmann, là, qui a un peu plus de difficultés, mais qui a 29-30 ans. Ouais. Et c'est vrai que ça... par exemple, tu vois tout le projet Red Bull, Rasenballsport, qui a des idées très arrêtées sur le jeu, qui essaye de faire une académie de jeu depuis les plus jeunes, où il y aura à chaque fois toujours le même style, où ça recrute très jeune. Vraiment, ils cherchent à faire quelque chose. C'était déjà un peu le cas avec Schmidt à l'époque à Leverkusen, où ça va box to box, end to end. C'est vraiment attaque défense d'un but à l'autre, mais c'est réfléchi, c'est cohérent, il y a des vraies idées sur le pressing, mais c'est vrai que c'est difficile de faire école en dehors parce que pourquoi tu t'inspirerais finalement de Leverkusen ou de Schalke si ces équipes-là en 20 matchs elles ont 10 victoires, 8 nuls, 2 défaites et des parcours où en Ligue 1 tu serais 4-5e et où tu disparais assez vite des Coupes d'Europe, parce qu'en ce moment je pense que les effectifs sont un petit peu plus faibles, et donc du coup les clubs de Bundesliga ont beaucoup de mal en Coupe européenne. Donc c'est vrai que forcément, c'est difficile de dire tiens, je vais aller voir une équipe qui te semble moyenne pour m'inspirer de ses principes, même si ces principes peuvent être très louables.
Mais en tout cas, merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. Je sais pas depuis combien de temps on discute là. Ça fait plus d'une heure. 1h23 minutes. Ouais, on n'a pas vu le temps passer et je pense qu'on aimerait encore poser pas mal de questions. On rappelle le titre du livre que tu as coécrit, Les entraîneurs révolutionnaires du football, qu'on vous remet à l'image. Voilà, si vous êtes intéressé par la tactique ou même si à la base vous ne l'êtes pas, foncez acheter ce livre. Il y a aussi comment regarder un match de football qui date d'il y a 2 ans. C'est ça. Pour commencer peut-être. Pour un travail tel que celui-là et enfin voilà, même le prix de 17,90€, je pense qu'on peut le dire, qui peut paraître élevé, vaut vraiment le coup. Parce que c'est plus de 400 pages. C'est vraiment très fourni. Et, mon conseil, c'est de lire le bouquin avec un ordinateur à disposition pour pouvoir regarder des bouts de match en même temps. C'est top. Ouais. D'ailleurs, c'est un bon investissement. Un petit blog, une petite page où on a mis les matchs auxquels on faisait référence, etc. C'est cool ça. Qu'on peut retrouver ou donc du coup on a tous les matchs dont on parle si vous voulez revoir. Et ben on le mettra aussi. On le mettra aussi en lien de la vidéo de l'enregistrement et je te remercie encore une fois. Merci beaucoup. On espère qu'on pourra refaire des petites discussions comme ça. Pourquoi pas. Et même à l'occasion voir un match ensemble, ça peut être intéressant, avoir un autre regard. Merci Denis, merci à tous de nous avoir écoutés et à la prochaine. Salut. Ciao. Higher than the clouds of fan for, I found what you've been missing. As time flutters, it's apparent that I'm bored of wishing. Took a time of intermission to acquire wisdom and fire pistons of the stratosphere. As I call it a higher killing. So tell Kent the Clark said that I'm flying with him to change the lives of the poor victim to true vision. About free living and broke chillin', no damn villain. Maroon skies contrast with the pearly whites. Grinding in the studio till 6 a.m. an early night. So as the future looms amidst of all bazooka booms, invested all our times to choose to pave the way for jaded youth. Welcome to the zoo, where niggas be running wild. So I'm safe along my manic army, skating through the city from these nasty zombies, trying to take it from me. So take a whole barrel full of aspirin, walk the whole plank and then salute it to the captain. What's happening? In this game of life, I mean in mad. So we live it true, cause there's no knowing what will happen. My nigga, we be wildin', grindin', impeccable timing. Animal on the beats, my nigga, fine dining. Your future's looking dubious, lava flow vesuvius. Lifestyle like some movie flick, Stanley flow so genius. Now every day I'm living in a zone. People getting on while I'm trying to prepare a living without making no loans. Me, I'm thinking carriage on, trying to get my head away. Making music can be bullshit, but I'm feeling great when people say, Willis, I'm feeling what you be spitting on a replay. Peace sake, people never seem fake. Hold up. Toke up, slow down. Hope they ready when the boy blows, so I can show these people waiting for my sequel. Gotta let your mind unclose, pre-blown. It's just the same, shouting Cooper, pick a name to blow. Fuck it, I'll take it all, so we can watch home videos and pass it on. So waiting long in my attic, sleeping to quality songs. My head be gone, my family on, making music to fuck up shows to early dawn. Timing. Animal on the beats, my nigga, fine dining. Your future's looking dubious, lava flow vesuvius. Lifestyle like some movie flick, Stanley flow so